un des devs que je coach qui a réussi en un seul carrousel à avoir 150 000 vues. Là où nous, on va viser le 1 kMRR pour tester le concept, eux, ils vont viser le 10 kMRR pour tester le concept. S'ils n'arrivent Ouais, pas à atteindre le 10K suffisamment vite, ils vont kill le projet. Je suis parti à Malte et au bout d'un mois, j'ai rencontré genre 20 entrepreneurs. Et 20, ils avaient peut 18 et 22 ans. Il y en a qui faisaient genre 30K de MRR. J'étais en mode putain, c'est vrai que j'ai loupé ma vie. Chaque fois que je rentre en France, je remarque que je me ramollis. Là où, par exemple, j'arrive en Colombie, j'ai mes potes qui sont tous entrepreneurs, ils font tous 200K par mois et je suis en mode putain, ok, il faut que je me bouge. Dans mon agence, j'ai un développeur que je paye 200 de TJM. Et il est très bon, c'est-à-dire qu'il fait du travail du niveau de ce que moi je fais. Je me suis lancé en freelance Flutter. Et j'ai pris le risque, je me suis positionné et c'est pour ça que dès la première année, j'ai fait genre 80K en tant que freelance Flutter. Là, les gars, franchement, lancez-vous dans le développement. C'est le truc qui va exploser, c'est une évidence. franchement, grosse pépite. Là, il y a un cadeau à plusieurs milliers d'euros qui vient de passer. Salut tout le monde, on se retrouve pour le 10e épisode de Build Different. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en la compagnie de Freddy Naufel. Freddy, c'est quelqu'un que j'ai Salut à rencontré il y a tous. quelques mois sur LinkedIn et il m'a fait le plaisir de se joindre à nous pour ce dernier épisode. Donc lui, il a une grosse expertise dans la conception d'applications, notamment des applications mobiles, et on va beaucoup en parler ensemble parce que c'est un sujet que j'ai pas encore abordé sur ce podcast. Aussi, il nous a accompagnés avec l'insight sur notre marketing, notre rebranding, ce qui nous a fait pivoter vers Freematch. Et je pense que au moment où vous regarderez ce podcast-là, on sera proche de la sortie de la nouvelle version. Donc, ça prendra tout son sens. Voilà. Est-ce que Freddy, tu peux te présenter un peu à l'audience? Et bonjour à tous. Ça fait plaisir d'être présent sur ton podcast. Merci à toi pour l'invitation. Moi, du coup, je pense que Lucien m'a bien présenté, mais je suis professionnel en création d'applications. Ça fait un moment que je me suis lancé en tant que freelance. J'avais une agence et puis plus récemment, j'ai commencé à créer mes propres projets aussi. En parallèle, j'en ai beaucoup communiqué sur LinkedIn et j'ai petit à petit commencé à accompagner des développeurs, notamment Lucien et plusieurs autres personnes que vous connaissez sûrement si vous traînez sur LinkedIn. J'ai créé Ouais, plusieurs apps, des SaaS, des différents projets en ligne et aujourd'hui, j'en vis à 100%. c'est top ça. Top, top. Merci à toi pour cette introduction. Donc là, vous allez voir, on va parler de pas mal de sujets. Ça va être assez intéressant, surtout si vous vous intéressez du coup à la création d'app et surtout, notamment l'acquisition de vos premiers utilisateurs. Comment on sait si on a un bon positionnement ou pas. On va parler aussi d'ads parce que Freddy, ça fait un petit moment qu'il en fait quand même. Et dernièrement, si vous suivez sur LinkedIn, vous voyez qu'il parle beaucoup justement des ads orientés sur TikTok. Notamment, je vois régulièrement que tu fais des posts où tu dis, même sans budget de pub, en fait, vous pouvez tester une app et une idée très rapidement et en fait, vous balancez des TikTok et ça vous génère vos premières centaines d'utilisateurs super facilement. C'est une manière de dire, vous n'avez pas besoin d'audience, en fait, vous n'avez pas besoin d'être connu ou quoi, d'avoir 1000, 2000, 3000 abonnés pour lancer votre app et avoir vos premiers utilisateurs. Pour revenir un petit peu sur toi, justement sur ton expérience, sur les apps que tu as développées, c'est quoi les niches les plus rentables que tu as identifiées et c'est quoi la méthode que tu as utilisée pour valider rapidement tes idées? Je dirais qu'en termes de niche rentable, ah, attends, il y a des gens qui parlent derrière, on va la refaire. Ce sont des choses qui vont arriver. Ouais, c'est pas grave, je les entends pas de toute façon. Ah, ok, bon, ça va. Bah, du coup, je recommence. Ouais, pas grave. Alors, je dirais que pour les niches rentables, il n'y a pas forcément de niche plus rentable que d'autres. Très honnêtement, dans n'importe quelle niche, tu peux faire de l'argent, il suffit de juste bien se positionner. Donc, en fait, tu vas prendre par exemple la niche du sport ou la niche du fitness. Ce sont des niches où il y a beaucoup de concurrence, mais si tu te positionnes correctement, et notamment récemment, il y a une personne assez connue sur LinkedIn qui a lancé une app dans le fitness. Tu peux très facilement faire des centaines de milliers de dollars mensuels si tu te positionnes bien, tu fais un truc qui différencie un petit peu de la concurrence, qui sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir et très régulièrement on voit des applications qui explosent, applications ou SaaS, hein, mais qui explosent dans des niches qui sont a priori surreprésentées, mais pourtant ils réussissent à se faire une place. Donc en termes de niche, je pense pas qu'il y a forcément de niche où tu peux pas te faire une place. Il y a des niches plus difficiles que d'autres, certes, mais généralement, les niches qui sont plus difficiles sont aussi les plus rentables si tu te positionnes correctement. Mm. Typiquement, si tu fais une niche, je sais pas, genre dans l'immobilier professionnel spécifique dans une ville en France, effectivement, c'est une niche où il y a très peu de concurrence, mais tu pourras pas faire beaucoup d'argent. Par contre, si Ouais. tu vas dans le fitness à l'international, oui, tu as beaucoup plus de concurrence, mais tu pourras faire beaucoup plus de thunes sur le long terme. Ouais, clairement, clairement, ça, je suis tout à fait d'accord. Et la personne que tu mentionnais qui est assez connue, du coup, c'est quoi l'app et c'est qui parce que j'en ai pas entendu parler. Ah, tu connais sûrement Kylian Sora, le mec qui fait des applications. Il en parle beaucoup sur LinkedIn et ils ont fait une application qui s'appelle Fitness Camp. Donc D'accord. c'est une Non, je l'ai pas vu application. passer.
Ah, bah, ils l'ont sorti et le premier mois, ils ont fait 100 000 de MRR. Donc, Énorme, euh, donc, tu vois, comme quoi, même dans le fitness, tu peux largement te faire une place. énorme, énorme, énorme. Ouais, c'est assez insane ça. Ouais. Ben, récemment, il y a Romain Cerezo que j'avais reçu sur le podcast, qui lui a fondé du coup Short et qui l'a revendu. Là, dernièrement, ils ont lancé son nouveau SaaS avec son associé Vincent. C'est TrendTrack, donc sur le marché du e-commerce. Et en fait, ils ont direct atteint, je crois, les 20K de MRR, si je me Ouais, souviens ok. bien. Très gros lancement, très belle réussite, super bon produit. Et ils sont arrivés, comme on disait, sur un marché où il y a énormément de concurrence, marché soi-disant saturé, mais sauf qu'ils sont venus avec un angle différent, avec une application, une vision un petit peu novatrice, et ils répondent à un vrai besoin. C'est toujours le même truc en fait. Si tu réponds à un C'est ça. besoin, il y aura des gens qui C'est seront là ça. pour acheter ton outil. Et je rajouterais même que de nos jours, surtout avec l'IA, tu as largement de quoi révolutionner, entre guillemets, certaines niches qui sont pourtant Mm. saturées, en apportant ce petit touch d'IA ou même genre des features un petit peu qui sortent de l'ordinaire, mais avec de l'IA. Tu peux très largement te faire une place et complètement sortir. Et je vais donner un exemple qui a peut-être rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de voir sur LinkedIn, mais Cursor, par exemple. Ouais. Cursor, en fait, c'est quoi? C'est un IDE, mais ils ont rajouté la touche IA dedans. Mm. Cursor, c'est une des fastest growing startups, peut-être même la plus, Ouais. enfin celle qui a gros le plus vite possible, le plus vite ever. Tout ça parce qu'ils ont mis de l'IA dans un IDE, tu vois. Ils ont pris VS Code, ils ont mis de l'IA et ils ont réussi à faire un truc qui récemment a levé 8 milliards de dollars. Et surtout, ils ont ciblé la cible parfaite parce qu'en fait, 20 $ pour un dev worldwide, on peut le payer quoi. Et du coup, directement, vu que on a tous envie d'être dev plus vite, de répondre, voilà, d'aller plus vite dans nos projets et tout, dès qu'ils le sortent, même si t'as pas le droit en entreprise, dans beaucoup de boîtes, la plupart des devs, ils l'ont quand même fait, en fait. Ils ont quand même installé le truc, ils ont payé, ils ont acheté. Et quand tu commences à tester un outil pareil, où tu vois que sur un PHP Storm ou un Visual Studio, tu mets ta vie à tout écrire à la main, et que là, du coup, le truc te suggère des choses super pertinentes, et tu vois que sur les trucs bateaux, tu vas super vite. Et même au final, du coup, tu vas encore plus vite parce que tu réfléchis plus vite ton architecture, tu anticipes beaucoup plus de choses. Donc en fait, les mecs, ils ont fait carton plein, quoi. Et c'est quoi, du coup, ta méthode aujourd'hui pour valider rapidement ton idée quand tu veux lancer une nouvelle app? Alors, pour valider une idée de manière globale, on va dire qu'il y a un peu deux méthodes en ce moment qui sont assez populaires. Tu as la méthode de la whitelist et tu as la Ouais, méthode du MVP. La méthode de la whitelist, eh ben, c'est le concept de juste faire une page, une landing page qui présente le concept et demander aux gens de s'inscrire. ouais, Et le MVP, bah, c'est tu sors un MVP, tu très rapide, genre faut que tu développes en, je sais pas, une, 2 semaines, hein, avec Cursor par exemple. Tu le lances sur le marché et tu regardes si s'il y a de l'intérêt ou pas, et si les gens sont prêts à mm, payer pour ça. Moi, je suis plus fan de la méthode MVP pour la simple et bonne raison que j'ai l'impression qu'avec la méthode waitlist, tu ne connais pas vraiment le niveau d'engagement et mm. d'intentionnalité des gens qui vont s'abonner. Alors c'est bien beau de mettre son email, mais après est-ce que derrière la personne qui met son email elle va payer? J'en suis pas sûr. Il y a aussi une méthode qui permet de faire une waitlist, mais entre guillemets payante, ou genre en gros tu vas demander à la personne de payer. Mais là je suis pas non plus très très fan parce qu'au final la personne elle paye pour un produit auquel elle n'a pas accès. C'est un peu dommage pour elle. Ouais, Et pareil, c'est difficile de vraiment mesurer si le produit que tu proposes, il a du sens ou pas. Moi, je suis plutôt d'avis à lancer un MVP très rapidement, genre en une, 2 semaines, vraiment un truc limite fait à l'arrache un petit peu avec une core feature. Tu le lances, tu fais un peu de TikTok pour attirer quelques personnes, tu vois si ça a du sens, si les gens commencent à payer, si les gens commencent à l'utiliser régulièrement, et là, tu vois très vite s'il y a un potentiel ou pas. ok, ouais. Ouais, je comprends bien, ouais. Et du coup, là, tu faisais le lien avec TikTok. C'est intéressant parce que ça vient à la Ouais. question suivante. C'est quoi ta stratégie de monétisation, du coup, la plus efficace en ce moment? Alors, de monétisation ou d'acquisition utilisateur? Euh, ouais, j'ai mal formulé, ouais, plutôt d'acquisition dans, D'acquisition, ouais. dans une vue, du coup, de convertir et de monétiser ton app. Sur TikTok, actuellement, ce qui, à mon sens, marche le mieux, et ce que d'ailleurs j'enseigne à tous les devs que j'accompagne, c'est la technique des carousels. Donc les carousels, c'est quoi? Ok. C'est une suite de quelques photos sur TikTok, enfin des images, hein, donc des statiques. Ça va être généralement entre 3 et 4 statiques, où tu vas présenter la problématique, la solution et ton produit. Si tu veux, en fait, dans un entonnoir de conversion classique, je pense que tu le sais, Mm. tu fais beaucoup ce genre de produit, hein.
Mais dans un entonnoir de conversion classique, tu dois faire passer la personne de l'état où elle est au courant d'un symptôme qu'elle ressent à l'état où elle a envie d'utiliser ton produit. Et Mmh. pour la faire passer du premier état au dernier état, faut que tu la fasses passer par un certain nombre d'étapes. Au début, tu vas la faire passer par l'étape où elle est au courant de son symptôme. Donc, typiquement, par exemple, pour une application de fitness, elle est au courant que elle se sent pas bien dans son corps, ou elle est au courant qu'elle n'arrive pas à pécho. Ça, c'est l'état de symptôme. Mmh. Ensuite, il faut que tu la fasses passer à l'état de problème, où elle se rend compte qu'effectivement, elle a un problème. Donc, effectivement, par exemple, je me sens mal dans mon corps et j'arrive pas à pécho, c'est parce que j'ai le problème que je suis en surpoids ou je suis obèse. Et donc là, tu la fais passer par le deuxième état de problématique. Ensuite, troisième état, et là, en fait, je décris les différentes étapes du carrousel, hein, si tu fais le lien entre les deux. Ouais. Troisième état, on passe de sa problématique à la solution qui se présente à elle. La solution étant, bah, il faut que tu perdes du poids, très clairement. Mmh. Et enfin, si tu veux perdre du poids, eh ben, utilise notre application ou utilise notre SaaS qui te Ouais. permettra de perdre du poids de manière rapide, sans te frustrer ou je ne sais quoi. Et Ah là, en ouais, je fait, vois. tu peux faire ces différents types de SaaS. Alors, bien sûr, tu peux commencer à n'importe quelle étape. Plus l'étape est early et plus il va y avoir de monde, et plus l'étape est genre à la fin de l'entonnoir et moins il va y avoir de monde. Mmh. Généralement, dans la partie fitness, par exemple, bah, la plupart des gens qui, par exemple, n'arrivent pas à pécho ou se sentent mal dans leur corps, ils savent qu'ils sont obèses. Ils le savent déjà. Ouais. Donc, en fait, ils sont au courant de leurs problèmes. Tu peux tout de suite commencer par la partie problématique. Donc, tu vas commencer par une partie problématique sur TikTok. Donc, première slide de ton carrousel. Est-ce que tu te sens mal dans ton corps et tu sais que tu es obèse? OK. Deuxième slide. Alors, tu sais très bien qu'il faut que tu perdes du poids. Tu peux perdre du poids avec une application mobile. Dernière étape, utilise notre application Fitness Camp, par exemple, Ouais. pour pouvoir faire du sport et perdre du poids rapidement. En gros, Et c'est un peu c'est du ça. coup, sur les carousels, on atteint à peu près quelle visibilité? Je sais que sur TikTok, genre, l'algo, il teste, parce que j'ai fait quelques expériences sur TikTok pour voir un peu comment ça fonctionne. Ouais. Rapidement, tu peux taper en gros les 500 vues, un peu comme c'est sur les YouTube Shorts, et en fait, tu tapes un palier en fait si ton taux de rétention est trop faible et que bah, les gens ils sont passés à l'autre vidéo direct quoi. L'algo arrête de recommander ta vidéo. En fait, il teste Ouais. toujours sur un échantillon. Après, il va retester un peu plus tard, et si là ça prend un petit peu, bah, tu vas peut-être te rapprocher de plusieurs milliers. Moi, ça a fait ça sur une vidéo qui a bloqué à 500 et après elle est montée à presque 5000 vues. Ouais. Et là, depuis, elle est rebloquée, en fait, tu vois. Et ça m'a fait pareil sur un autre short sur YouTube que j'avais mis comme ça pour tester pareil. Et d'un coup, un jour, il est monté de 4000 vues à 12 000, un truc comme ça. Et du coup, je sais, j'ai jamais testé ce format-là de carrousel encore. Est-ce que tu as des chiffres un peu à partager? Le format carrousel, il marche super bien en ce moment et c'est pour ça que je le recommande. Tu peux très facilement, sans grosse difficulté, atteindre les 2 à 5 000 vues, très facilement, mais vraiment genre sans aucun problème. J'ai déjà vu très souvent aussi des carousels qui atteignent les 10 000 vues et plus, et ça arrive aussi très souvent qu'ils atteignent les 50 à 100 000 vues. Donc avec un Ok. carrousel, tu peux quand même avoir un reach très important. J'ai notamment un des devs que je coach qui a réussi en un seul carrousel à avoir 150 000 vues. Il a eu 150 000 vues, il a eu quelque chose comme 10 ou 15 000 téléchargements en l'espace d'un carrousel. Et C'est il est fou. arrivé tout de suite dans le top 50 ou même le top 30, je crois, des applications en Italie. Donc en fait, ça peut aller très très vite, quoi. Ah, c'est complètement fou, ouais. Ouais, 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 complètement fou. Ok. ouais, Bah, c'est bon à savoir, c'est bon à savoir. Donc les gars, si vous voulez lancer votre app aujourd'hui, ben, un carrousel, en vrai, c'est c'est ça, super simple à faire. Franchement, c'est super simple. Ça prend pas longtemps. Vous pouvez en faire un par jour pendant quelques semaines. C'est un truc, tu le prends l'après-midi, t'en fais une quinzaine, quoi. bien sûr. Et même si vous avez un peu de cash, vous pouvez déléguer ça à quelqu'un, vous trouvez quelqu'un. Bon, ça se trouve, des personnes pour faire ça. Il y a même des outils maintenant, j'ai vu, qui permettent de générer des carrousels. Je crois, c'est tout à l'heure, j'écoutais un podcast avec Mathis Chloé et purée, comment il s'appelle déjà? Il a une barbe rose comme moi, j'ai oublié. Qui fait des coachings là. Ah, Tu fais des purée. coachings. Colsman, purée, j'ai oublié son prénom. J'ai oublié, bref. Et en gros, il discutait et Mathis parlait d'un nouveau truc qui s'appelle GenSpark pour générer des photos, des carousels, des trucs comme ça, même des présentations. Franchement, ça a l'air ouf. Je suis allé dessus, c'est un truc de ouf. Les résultats qu'il y a, c'est en termes d'image, Oui, oui. Ouais, c'est juste avec du prompt. Donc ça veut dire qu'avec un outil comme ça, vous payez 20 balles
vous générez tous vos carousels et vous envoyez la pub à Google, en fait. L'IA, c'est ça aujourd'hui, c'est là où c'est le plus gros levier, c'est que où il fallait passer une journée, 2 journées à trouver les bonnes images, les bons assets, monter ensuite vous vos propres carousels, créer une DA et tout. Maintenant avec l'IA, on peut prompter et générer ce genre de choses. Ouais, Donc ouais. faut en En profiter, ce ouais. moment même, je suis en train de tester des carousels entièrement générés par IA. On a mis en place avec un élève un pipeline. Mmh. On utilise ChatGPT. Même le texte, on fait par IA. En fait, on fait vraiment tout par IA. Et OK. les résultats que je t'ai donnés juste avant, là, donc le top 30 Italie, je ne sais quoi, c'est avec des posts faits par IA. Donc en fait, avec de l'IA, on peut aller vraiment très très loin, quoi. Ah là, c'est ouf là. Ouais. Ouais, ouais. Ah, parce que ça fait décoller un projet rapidement et la vélocité au début d'un projet, c'est ultra important. C'est vraiment essentiel parce que vous pouvez rapidement taper, vos 10 K de MRR assez rapidement, si vous mettez la bonne énergie. Et du coup, j'avais ma question suivante, donc c'était comment, acquérir les 100 premiers utilisateurs sans budget marketing ou presque? Bon, bah, là, Bah tu là, viens tu d'y l'as la répondre. réponse. Ouais, exactement. Là, on y a répondu, en fait, parce qu'on s'est un peu étalé sur ce sujet-là. J'irai même plus loin. Je pense que tu peux attendre les 1K de MRR entièrement en organique sans dépenser un seul dollar. Donc rien qu'avec cette technique-là de carousel Mmh. TikTok, tu peux atteindre Ouais, les 1K très facilement en l'espace de quelques semaines. Et ensuite, et je pense que c'est ton prochain sujet, avec les ads, tu peux ensuite aller beaucoup plus loin. ouais, exactement, ouais. Et est-ce que tu as une stratégie, en fait, pour fidéliser tes utilisateurs? On parle souvent de cette notion-là d'ambassadeur, c'est d'avoir des utilisateurs soit qui vont parler de ton produit et essayer de partager un lien affilié parce que voilà, ils aiment vraiment le produit et qu'ils veulent, en faire la promo et en même temps, eux, ils récupèrent un petit peu d'argent au passage. Il y a aussi d'autres moyens de créer des ambassadeurs. Tu as des stratégies toi là-dessus? Moi, je suis pour le fait que, et je sais que Elon Musk en parle assez régulièrement, Ouais. hem, de faire un produit qui est tellement bon que tu as même pas besoin d'en parler toi-même. Que c'est tes Mmh. utilisateurs qui vont en parler eux-mêmes, en fait. Ouais. Et je pense que c'est important. Alors bien sûr, il faut passer cette phase-là de marketing initial pour attirer un minimum de trafic, parce que sinon ça va être compliqué. Mais à partir d'un certain moment, dès que tu commences à avoir une certaine base d'utilisateurs, il faut juste que tu te focuses sur faire un super bon produit qui répond super bien à la demande et qui donne vraiment envie, de Mmh. l'utiliser et d'en parler autour de soi. Tu l'aspect un petit peu, l'effet waouh qu'utilise Tesla notamment et qu'a utilisé Tesla au début, où bah, forcément les gens ils étaient pas vraiment habitués aux voitures électriques. Ensuite, ils étaient pas vraiment habitués à l'accélération des voitures électriques. Ouais. Ensuite, ils étaient pas vraiment habitués à l'aspect d'avoir une énorme tablette dans sa voiture. Mmh. Ensuite, au fait d'avoir, une voiture qui roule toute seule. Et en fait, avec ces petits effets waouh, bah, ça donne envie aux gens d'en parler. Ça donne envie à la personne qui achète la Tesla d'en parler à tous ses potes et à sa famille, et cetera, et cetera. Donc c'est, je pense, assez intéressant dans une application ou dans un SaaS, d'essayer non seulement de faire un produit qui est cool à utiliser et répond bien à un besoin, mais où quand tu l'utilises, parfois tu te dis: «Putain, c'est propre, quoi». Tu vois? Notamment là, Ouais. je suis arrivé sur Riverside, donc bah, je me Ouais. suis dit: «Putain, c'est cool quand même» et ça Exactement, ne ouais. m'étonne, je pense très honnêtement que je vais le tester par la suite. Rien que le fait que le produit soit cool et tu as un petit effet, avec une UX assez sympa et ça donne envie, tu vois? Donc la dernière fois quand j'ai lancé le podcast pareil avec, Kylian, bah, lui m'a dit qu'il utilise aussi Riverside parce qu'il a aussi un podcast à côté et il m'a dit: «Mais le produit est ouf en fait et ils sont en train de manger le marché» et je lui ai dit: «Ouais, non, moi je fais mes montages dessus en fait carrément». C'est-à-dire que quand je Ah ouais? finis les podcasts ou quoi, ouais, tu peux éditer en fait, c'est OK, comme trop bien, CapCut. C'est comme Cap trop bien. donc en fait, CapCut, leur produit est génial et bah, là il y a le même niveau de d'édition. C'est super simple. Heu, je sais pas si c'est aussi poussé dans tous les petits détails, petites fonctionnalités, mais en tout cas, ça marche super bien. Tu peux améliorer la voix avec l'IA et tout et franchement, super résultat. Moi, je suis très satisfait. Ça me coûte, 30 balles par mois, un truc comme ça, mais Trop vu bien. que je m'en sers assez régulièrement pour faire des vidéos et tout et j'ai tout au même endroit stocké, franchement, ça vaut vraiment la peine. Et même avec du coup, c'est ce qu'on a utilisé avec Kevin pour lancer notre live et le live du coup, à partir de Riverside, je l'ai diffusé sur YouTube et sur, LinkedIn. Ah ouais, ça Tu c'est vois? cool ça. Donc ça c'est Ça cool. c'est cool, ouais. Ça c'est cool. Ouais. Le truc qui est intéressant aussi, c'est que quand tu lances un live avec, Riverside, tu peux balancer des liens cliquables, mais sur l'écran. Mais en fait, il faut que ce soit direct. Il faut que les gens soient connectés au live sur Riverside, pas sur YouTube et LinkedIn. J'ai testé, ça marche pas. OK. Mais ouais, il y a franchement, c'est vraiment pas mal, c'est bien fait. Vraiment Ah, très, tu très vois, bien c'est fait. l'exemple parfait. C'est un produit qui est tellement bon que tu as envie d'en parler et au Ouais, final, c'est ce que tu fais, tu vois?
Et Et je clairement, pense que c'est ce qui est clairement. important, c'est que tu fasses un truc qui est tellement bon et qui a ce petit effet waouh, ce petit effet putain, c'est mieux que tout ce que j'ai testé par le passé. Et tu as Oui. envie d'en parler et forcément tu crées des ambassadeurs comme ça, quoi. Donc les gars, faites des produits bons et les gens en parleront. C'est ça qu'il faut Voilà, c'est retenir. ça. Petite Exactement. rime, C'est ça ça. rentre bien comme ça. Donc là, on va parler un petit peu des ads. Donc maintenant, on commence à en avoir pas mal. Il y a TikTok, Meta avec du coup Facebook et LinkedIn et pardon et Instagram d'un côté. Il y a YouTube, forcément. Il y a aussi Google et il y a LinkedIn. Bon, il paraît que LinkedIn s'est éclaté les résultats dessus, mais par rapport aux autres, toi aujourd'hui, c'est lequel qui te donne le meilleur ROI? Alors, c'est difficile à dire. C'est difficile à dire parce que j'utilise plusieurs plateformes, dans plusieurs types de projets. Ok. Donc je pourrais pas forcément comparer les ROI. Tu vois? Typiquement pour mon Hmm. agence, c'est des pubs Meta et j'ai des super ROI. J'ai des ROI entre, je sais pas, 5 et 8 pour mon agence, hein. Ok. Pour mes applications, j'utilise TikTok et j'ai des très bons ROI aussi et des très bons chiffres. J'ai fait des produits par le passé type SaaS, où j'ai fait de la pub, Google, les ROI étaient bien aussi. Donc en fait, c'est difficile de comparer. Chaque projet a ses propres nécessités et puis en fonction de ça, tu utilises la plateforme qui a le plus de sens et tu Hmm. optimises le ROI en fonction et ça marchera bien, quoi. Ok. Et donc ça veut dire que par rapport à ton utilisation, là, tu dis que tout ce qui est agence, donc prestation de service, on va dire, tu partirais plutôt sur Meta. Ouais, Et ce qui est du coup plutôt croissance en SaaS, tu irais sur du TikTok pour viser du coup des individus ou des catégories d'individus parce que leur algorithme, il paraît qu'il marche très bien là-dessus. C'est-à-dire qu'il arrive à très bien ouais. identifier les personnes que tu veux target. Et pour Google, bah forcément, tu as les intentions de recherche, c'est ça qui est très fort avec Google. Donc là, tu arrives à intercepter, à te mettre au milieu un petit peu. C'est Ok, ça, ouais. donc c'est intéressant, ouais. Très très intéressant. Et c'est quoi un petit peu les budgets qu'il faut justement suivant les projets, tu dis parce que ça parlera pas forcément à tout le monde, le fait de dire que tu as un ROI de 5 ou de 8, tu vois. C'est-à-dire qu'est-ce que ça représente concrètement? En termes de budget, tu veux dire? En termes de budget et du coup en termes de chiffres que ça va générer, par exemple, si tu mets 1000 euros, tu mets 1000 euros d'ads pendant combien de Par temps? exemple, Enfin, combien par jour je peux surtout sûrement? ouais, ouais, ouais. Bah, je peux te donner un exemple. Bon, je peux pas forcément te donner les chiffres que j'ai actuellement parce que pour la concurrence, c'est pas fou. Ouais, Euh, mais il y a 2 ans, quand j'ai commencé à faire des ads pour mon agence sur Facebook, sur Meta, ouais, je mettais 1000 balles et j'arrivais à choper un client qui me payait entre 10 et 15 000 balles. Donc en gros, voilà, c'est quasiment du x10 de ROI au final. Mais pour avoir des ordres de grandeur, on est plus ou moins à ça, quoi. ok, ok, ouais. Donc forcément, c'est des très bons résultats au final parce que Ouais. ça veut dire zéro prospection, zéro création de contenu, on paye et le client rentre et on a juste à délivrer. Donc c'est ça en fait Ouais, qu'il mais faut, c'est là ça marche pas l'intérêt. comme ça. Les ads, Ça ça marche marche pas pas comme comme ça, ça? malheureusement. Non, non. Ah ouais? Ça marche pas comme ça parce qu'en fait, les gens qui viennent des ads, c'est pas du tout les mêmes que les personnes qui te suivent déjà sur LinkedIn, forcément. Ils te connaissent pas, ils te font pas confiance, ils sont froids, ils sont à des étapes de leur réflexion qui sont différentes. Donc en fait, une personne que tu vas choper en ads, tu vas pas réussir à le closer tout de suite. Typiquement, tu vois, dans mon agence, dès que j'ai un prospect qui rentre, il signe sous 6 à 9 mois les ads. Après qu'il rentre en tant que prospect via mes ads. OK. Donc tu vois, tout le process de réflexion, il est beaucoup plus long. Là où Mmh. typiquement une personne qui me contacte sur LinkedIn, bah, le lendemain, elle va payer chez moi, tu vois? Donc c'est différent, en fait. Après aussi, c'est pas les mêmes budgets, c'est-à-dire que, Oui, choisir ton prestataire à qui tu vas lancer ton app à 15 000, 20 000, 30 000, forcément, ça demande un plus gros temps de réflexion, surtout que sur ce genre de profil, en général, c'est plutôt, des petites entreprises, des petites structures qui vont venir, chercher des agences comme ça et du coup, eux, oui, oui. ils mettent un peu plus de temps à se décider forcément. Oui, mais pas alors oui, ça c'est le cas effectivement d'une agence où tu vas, faire en sorte que les gens dépensent, plusieurs dizaines de milliers, mais c'est aussi le cas pour des plus petits produits, hein. J'ai un OK. pote notamment qui est, coach sportif en ligne, il fait des ads aussi, c'est uniquement via des ads. Mais pareil, le travail est différent parce qu'il faut que tu qualifies les personnes. Tu as des personnes qui vont venir et qui vont opt-in pour ton ad et qui n'ont absolument rien à voir avec ce que tu vends. Mmh. Tu as tout un travail finalement de setting, de closing, de confiance à mettre en place avec le client et c'est plus difficile et c'est plus long que si tu closais via, tes réseaux sociaux où tu es déjà connu, où les gens te font déjà confiance. Donc le On est travail est d'accord, ouais. différent. Ouais. Je suis pas d'accord sur le fait que c'est plus facile de faire des ads, ni plus facile de faire du contenu.
mais c'est un travail qui est différent et qui demande dans les deux cas quand même beaucoup de travail et beaucoup d'organisation. Ça peut dépendre des préférences au final de chacun et aussi de Oui, ses forces. Il y a des gens qui vont être plus inspirés et plus forts pour créer du contenu et c'est d'autres ça. seront meilleurs justement sur la partie acquisition dans le sens, comme tu dirais, plutôt du closing, de faire évoluer le prospect, de faire des R1, R2, R3, donc plusieurs rendez-vous comme ça, Ouais, c'est ça. jusqu'à la C'est ça, c'est signature ça. du contrat, quoi. Pour être totalement honnête, ça me fait extrêmement chier de communiquer sur TikTok, enfin de communiquer ouais, sur TikTok ou sur LinkedIn, sur le fait de créer son application en tant qu'entreprise pour générer plus d'argent. Très bon, ça me fait Ouais, chier, tu vois. Et donc je fais des ads parce que ça me fait chier d'en parler et de créer une communauté autour de ça. Par ouais, contre, je ce que vois, ouais. j'aime bien, Ça c'est t'intéresse ouais, pas. créer ces petites applications, avoir ses revenus passifs. Ça, c'est un truc qui m'intéresse et qui me passionne. Et du coup, j'en parle. Et derrière, j'arrive à vendre mon coaching grâce à ça. Mais ça dépend un petit peu de ce que t'aimes. C'est important du coup de faire ce travail d'introspection parce que si vous voulez durer dans le temps, c'est important d'être aligné un petit peu avec qui vous êtes, quoi. Sinon, vous C'est allez ça. jamais durer, vous allez commencer un truc, vous allez faire 2 mois, vous allez lâcher, vous allez partir sur autre chose et ça, c'est comme ça qu'on n'avance pas, quoi. Si tu devais recommencer aujourd'hui à zéro, du coup, c'est quoi ta stratégie en 3 étapes pour bâtir un écosystème? Si 3 étapes ou plus, hein, on s'en fout, j'ai dit ça comme ça. Si je voulais recommencer de zéro, je partirais déjà de thématiques qui m'intéressent ou qui me passionnent. Parce que je pense que c'est beaucoup plus simple de commencer par quelque chose que tu maîtrises personnellement. Et ce que je fais, c'est déjà une grosse partie recherche où j'étudie le marché, j'étudie la concurrence et j'étudie les opportunités qu'il y a dans le marché. Je vais aussi avoir une partie vraiment où j'étudie le fait de créer une évolution dans ce qui existe. On en parlait juste avant, mais créer quelque chose de différent, qui se différencie de ce qui existe déjà. Deuxième étape, c'est aussi étudier bien sûr le potentiel du marché et pas juste la concurrence, mais le potentiel. Donc Mmh, la taille du marché, le potentiel de revenus, ces différents trucs, c'est super important à étudier au préalable parce que parfois tu vas te retrouver à faire une application, certes, dans une niche où il y a très peu de concurrents, mais où il y a aussi très peu de clients. Donc le potentiel du mmh, marché est important. Euh, et ensuite, ce que je fais, c'est tout simplement ce que j'ai dit juste avant, hein. Donc je vais créer des petits MVP, je vais faire des TikTok, je vais commencer à faire du trafic. Avec le temps, donc dans les semaines qui suivent, je vais améliorer mon produit petit à petit, continuer à faire du marketing. Et dès que j'ai un product market fit qui est suffisamment intéressant, bah là, je vais booster en ads, mettre du budget, éventuellement faire appel à des investisseurs ou faire appel à un publisher qui va venir booster mes ads. Et là, je pourrais aller beaucoup plus loin. Et je ouais, répète ça. Je pense que personnellement, il faut à peu près 2 à 3 mois pour lancer une application et la stabiliser à un niveau qui génère suffisamment de revenus. Et tu fais ça bah, fois 4 sur une année et au bout d'un an, tu as déjà 4 ou 5 applications qui te rapportent des revenus réguliers, passifs, ou mmh, éventuellement une grosse application qui a réussi à exploser et qui génère beaucoup d'argent. ouais. Oui, parce que moi, avec le temps et avec le nombre de personnes que je vois autour de moi lancer des apps et tout, j'ai l'impression que il y a des grands paliers qui se dessinent souvent. Donc c'est soit le projet est vraiment pas intéressant et il attire 0 personne ou très peu. Du coup, je disais, oui, donc soit le projet est pas intéressant et il va attirer 0 personne. Donc là, c'est un flop, quoi, ça arrive, hein. Ça arrive, des fois, on se fait des idées. Ça, souvent, c'est quand on n'a pas fait les premières étapes que tu mentionnais. Donc on est direct passé au code, Ouais. donc forcément, c'est ce qui se passe régulièrement. Vous connaissez pas votre marché, vous connaissez pas votre cible, vous avez pas de positionnement, ou vous vouliez juste coder au final et ou même pas coder. Des fois, c'est des gens qui vont faire du no-code maintenant, qui sont pas des devs et au final, bah, forcément, ça fait un flop. Le deuxième palier, c'est de réussir à faire des 1000 balles, en gros, de MRR à peu près. Moi, c'est ce que je vois, ce qu'on a tapé avec Tech Insight. En gros, on a fait 2 lancements sur 4 mois. On a fait 4 000 € sur 4 mois. Donc, en gros, on a fait 1000 balles par mois à peu près si on étale ça. Et après, c'est de passer du coup de 1000 balles à 10K. Ça, c'est vraiment ça, quoi. Parce que il y a, si vous arrivez à choper le truc et à sortir à 2000, 3000, ça va monter. Et je vois beaucoup de personnes bloquées à 10K MRR. Parce qu'il y a, on rentre dans une autre dimension de l'application, des nouveaux cycles d'acquisition qui sont des fois plus longs, surtout sur du SaaS. Alors que sur le SaaS, c'est assez rapide d'habitude. Là, on passe sur des trucs un peu plus longs. Souvent aussi, il faut faire grossir le produit, c'est-à-dire que garder son focus sur la première cible et faire grossir le produit pour aller chercher d'autres segments et du coup faire grossir l'app. Et c'est des gros challenges, en fait. Ouais, je suis assez d'accord, mais ça dépend aussi, encore une fois, du marché. Je pense que le problème que beaucoup de gens ont, et surtout sur LinkedIn, c'est qu'ils créent des produits ou des SaaS pour d'autres personnes de LinkedIn. Et en fait, le truc, c'est que Mmh. le potentiel de croissance sur LinkedIn il reste quand même très limité.
Quand tu crées un SaaS, et c'est justement le truc que je disais juste avant, c'est super important d'étudier la taille du marché et d'aller chercher tout de suite un marché qui est très grand. Si tu fais un SaaS spécifique pour tes followers LinkedIn, et ben forcément, tu seras restreint à, je sais pas, 5 ou 10K MRR et tu pourras pas aller Mmh. beaucoup plus loin. Ouais, Par contre, si tu fais dans l'exemple, alors je reprends l'exemple de Cursor, et ils ont fait un truc pas pour LinkedIn, ils ont fait un truc pour tous les développeurs du monde entier. ouais. Et donc la taille du marché était tout de suite énorme. Et vu qu'en plus il y avait, on en a parlé juste avant, cet effet waouh, et ben ça s'est spread très très vite. Et Mmh. en fait, c'est ça qui est important, c'est que la plupart des développeurs, on va dire solopreneurs, un petit peu débutants, indie hackers, ils visent trop petit à mon sens. Ouais. Ici, ils créent des petits produits en plus ils chargent très peu cher, donc du 5 balles par mois ou du 10 balles par mois, Oui, parce qu'ils ont tu vis peur pas avec ça. de, c'est ça, ils ont peur de demander plus. Euh, mais en fait, le truc c'est que il faut pas avoir peur. Si tu fais de la tech, si tu fais du SaaS, c'est justement pour ce potentiel de revenus exponentiel. Donc dès Mmh. le début, n'hésite pas à charge super cher s'il le faut. N'hésite pas à faire un truc qui parle à des millions de personnes, qui pourra croître beaucoup plus vite et tu n'auras pas ces différents paliers de blocage auxquels plein de gens sont bloqués. Et du coup, d'ailleurs, ça me ramène à un sujet sur lequel je suis en train de beaucoup réfléchir. Parce que du coup, avec Fahari, donc on a lancé Tech Insight. Donc toi, comme tu connais bien l'histoire, mais je vais la répéter pour les gens qui la connaîtraient pas. On a lancé un premier dashboard d'analytics pour aider les devs à analyser le marché de la tech en temps réel. Ça, c'était un dashboard gratuit, mais on s'en est servi comme un lead magnet et on est monté à 1500 utilisateurs en gros avec ce free tool. À partir de là, on a lancé un job board boosté à l'IA, mais on cible uniquement forcément le marché français. Euh, mais ce marché est large quand même. Bon, il y a de l'argent à faire, c'est pas le souci. Mais avec le temps, je me rends compte qu'il y a des devs qui ont fait des choix, comme comment il s'appelle, qui a sorti Remote OK et qui fait 70K, il me semble, juste avec ce tool. Enfin bref, il fait des dizaines de milliers d'euros de MRR avec un truc qu'il a codé encore plus rapidement que nous. Et en fait, il a ciblé, comme tu as dit, un marché beaucoup plus large, international qui visait sur un segment particulier à mettre en relation les devs avec des entreprises qui proposent des postes en full remote dans le monde entier. Et en fait, avec ça, il a super bien marché. Et là, la réflexion que j'ai en ce moment, notamment avec les vidéos de Grégoire Gambato qui est en ce moment à San Francisco pour sa nouvelle startup, et il fait beaucoup de comparaisons entre la mentalité américaine, la mentalité française, même européenne, quoi. Et en fait, on voit tout le temps trop petit, en fait. Et je me rends compte quand je l'écoute parler, quand il explique, en fait, comment les gens réfléchissent là-bas. Et ça rejoint ce que tu dis. Et je pense qu'au final, essayer de se limiter au marché français, c'est une erreur. Complètement. Et je suis d'accord sur le fait qu'on voit beaucoup trop petit. J'ai regardé récemment un podcast de plusieurs mecs de YC qui parlaient Mmh. justement de ce genre de choses. Ils disaient que pour eux, à SF notamment, quand les gens font, je sais pas, genre des petites sessions de hacking pour créer des SaaS, là où nous, on va viser le 1K MRR pour tester le concept, eux, ils vont viser le 10K MRR pour tester le concept. Et en fait, s'ils n'arrivent Ouais, pas à atteindre le 10K suffisamment vite, ils vont kill le projet. Là où pour nous, des devs, on est en mode putain, 10K, c'est incroyable, c'est c'est un le rêve de ma succès. vie, Mais c'est c'est un un succès. succès. Et ben pour eux, 10K, c'est le moment où ils se disent, vas-y, c'est quoi, on kill. Et c'est ça que je trouve assez fou, c'est en fait, faut voir plus grand, faut tester des trucs plus grands, faut charger plus cher, faut aller plus loin Mmh. et faut pas hésiter dans la tech. En fait, la tech, c'est fait pour ça. Donc, faut vraiment essayer de chercher plus grand. Ouais. Ouais. Donc là, il y a je pense qu'il y a un gros gap de mindset à avoir. Et récemment, là, je l'ai constaté, tu vois, parce que j'ai partagé sur LinkedIn donc trois offres pour des missions en Suisse. Donc les TJM étaient pas fous, mais c'était pas non plus dégueu. Donc 400 € pour un junior, tu vois, 1 à 2 ans Ouais. d'XP. Moi personnellement, qui suis dans le sud, sur Marseille, j'ai jamais vu ça, tu vois. Je sais que tu peux le trouver à Paris, mais dans le sud de la France, peut-être à Sophia Antipolis, tu vois, parce que c'est un bastion, il y a des grosses startups où il y a de l'argent, il y a de levées de fonds et tout, donc les gens, mais ils ont cherché un junior, ça va être un junior boosté aux stéroïdes. Bon, le mec, il est déjà très bon, Ouais, quoi. je vois. Ouais. Ouais. Avec une tête bien faite, comme on dit. C'est pas le cas de tout le monde, surtout chez les devs, quoi. Souvent, voilà, on n'en est pas tous au même niveau, il y a des grosses disparités. Et du coup, j'ai vu les gens pleurer en commentaire sur ce post en disant que c'était scandaleux parce que c'était la Suisse et que les prix étaient trop bas. Et là, j'ai vu du coup deux mentalités. Donc la première que j'ai mentionnée, donc les gens qui pleurnichent après ça, et d'autres qui ont pas forcément commenté, mais qui sont venus me voir en message privé
et qui ont trouvé ça très cool sur mon post, qui m'ont remercié, même si c'était pas forcément intéressé de faire ça pour la communauté et tout. Et ils m'ont dit, il y en a qui étaient même surqualifiés, qui voulaient postuler. Le plus que j'ai eu, le plus gros écart, c'est un mec qui avait 20 ans, qui voulait postuler à l'offre de Java en 3-4 ans. Le mec avait 20 ans d'XP, il m'a dit, ouais, moi, je m'en fous, j'y vais. Je vais leur montrer que je suis bon et en fait, je vais négocier le prix. Voilà, il sait qu'il va en Suisse, il sait qu'il y a du taf et dans tous les cas, il va élargir son réseau et le mec, le mindset est complètement différent. Et je pense que le plus gros frein qu'on a aujourd'hui en France, pas chez tous les Français, mais bien sûr, mais c'est de s'offusquer dès que quelque chose n'est pas parfait, parfaitement aligné avec nos a priori, et on va pas chercher plus loin, on va pas se donner plus fort, alors qu'il y a beaucoup de gens dans ce monde qui, eux, ils se donnent les moyens en fait. Et c'est ça Ouais, bien où sûr, la différence elle se bien fait. sûr. Je suis assez d'accord, c'est la mentalité française, hein, on n'y peut pas grand-chose, mais on est là sur LinkedIn pour essayer de faire changer les choses et on essaye petit à petit, jour après jour et C'est poste ça, après ça. poste, Exactement. Et d'ailleurs, par rapport aux mentalités, du coup, on a parlé un petit peu de la différence entre les States et en Europe. Toi, ça fait pas mal de temps, pas mal d'années que tu t'es expatrié. Ça, c'était ouais, le gros sujet suivant que je voulais qu'on aborde ensemble. Il y a eu quelques personnes que j'ai interrogées qui sont plus ou moins expatriées. Kylian, par exemple, il est en Croatie, il me semble. Il y a OK. quelques autres personnes. Il y a Ramzi que j'ai vu sur la chaîne qui, lui, est en Russie. En Russie, ouais. Ouais. Il y a, non, Johan, je l'ai pas reçu encore sur la chaîne. Il est à Maurice. Johan Leroc avec qui je travaille régulièrement aussi. Mais ouais. Et en fait, du coup, j'ai jamais eu l'occasion encore d'en parler de manière concrète. Toi, c'est quoi qui t'a motivé à bouger? Depuis quand tu as bougé d'ailleurs? Moi, j'ai bougé en 2020. J'ai bougé en 2020 et ce qui m'a motivé à bouger, alors là-bas, c'était le Covid, hein, pour être honnête. J'en avais marre Ouais. d'être bloqué en France. Ça a été l'élément déclencheur. Ça a été l'élément déclencheur. J'y réfléchissais depuis un moment, mais ça a été vraiment le moment où je me suis dit: «Putain, j'en peux plus, Ouais. faut que je parte d'ici». Hem, Ce qui m'a poussé à partir, c'est 2 choses. On parle souvent des impôts, c'est une chose, Mm. mais c'est aussi la mentalité. Moi, j'étais de Strasbourg, enfin, je suis de Strasbourg, hein, même si j'habite plus à Strasbourg, je suis de Strasbourg. Et à Strasbourg, l'écosystème entrepreneur, start-up et surtout en 2020, avant que ce soit populaire, il était inexistant. Donc j'avais aucun pote qui était entrepreneur, aucun pote qui, était dans ce monde-là, de la tech, de créer des business, de générer de l'argent en ligne, ce genre de choses. Et donc Mm. je me suis très vite retrouvé, un petit peu bloqué mentalement, hem, un petit peu à me démotiver aussi et surtout, bah, mon entourage, on est tous des salariés ou même des freelances. Ah non, en fait, tous des salariés. Et donc forcément, quand tu es entouré que de salariés, bah, tu es en mode, bah, tu sais quoi? C'est vrai Ouais. que peut-être que c'est moi le problème, peut-être que je devrais retrouver un travail. Et donc ça a été pour moi un gros changement de partir. Je suis parti à Malte au départ. Ça a été un Ok. gros changement parce que je suis arrivé à Malte et au bout d'un mois, j'ai rencontré genre 20 entrepreneurs. Et 20, ils avaient peut-être, je sais pas, genre entre 18 et 22 ans. Il y en a qui faisaient genre 34 de MRR. J'étais en mode, putain, c'est vrai que j'ai loupé ma vie. Et ça m'a Ouais, tu motivé. m'étonnes. Je me suis fait Ça des met une claque. potes et ça m'a une claque. Et c'est là que je me suis dit, putain, c'est vrai que j'ai fait une bonne décision de partir à l'étranger et de sortir Mm. un petit peu de ce cadre-là français, genre bloqué chez les parents ou bloqué avec que des salariés et puis ça m'a beaucoup changé dans ma carrière. Ouais. Ouais, le voyage forme, ça c'est une évidence. Ouais, C'est une évidence. Et à l'ère où tout va très vite, justement, je pense que rester chez soi, rester dans sa zone de confort, en fait, suivre le modèle qui marchait il y a 30 ans encore, où en fait, tu étais dans ta ville, tu faisais ton master, tu as intégré une grande entreprise, c'est soit ça. dans la plus grande ville de ton pays, soit dans une autre grande ville, quoi. Et tu faisais ta carrière dans cette boîte-là et t'essayais allez, peut-être tu changeais de deux, trois boîtes dans ta carrière, mais tu faisais 10 ans ou 15 ans par boîte et t'essayais de monter les échelons comme ça. Mais très peu de personnes Ouais, c'est créaient des ça. boîtes. Aujourd'hui, on peut créer des boîtes super facilement, même en France. Même en France, on peut créer une boîte assez facilement. Il y a quelques années, c'était beaucoup plus compliqué de ce qu'on m'a raconté pour ouvrir la structure et tout. Aujourd'hui, ça reste quand même assez facile. Et maintenant, quand vous allez à l'international, il y a des procédures administratives ultra légères. Voyager, ça coûte beaucoup moins cher. Il suffit de se mettre dans un pays où ça coûte moins cher la vie et vous pouvez lancer vos premiers business, quoi. Ouais, c'est ça. Exactement. Et surtout, en fait, c'est devenu beaucoup plus standardisé. Là où à l'époque, tu vois, genre par exemple avant le Covid, c'est vraiment durant le Covid que ça a explosé ce concept-là Mm. de s'expatrier. Avant le Covid, en fait, quand tu partais à l'étranger, c'était un peu vu comme quelque chose de bizarre, quelque chose de un peu d'exceptionnel, tu vois? Mm. Là où maintenant, en fait, c'est normal. Genre, tout le monde le fait à partir du moment où tu gagnes, je sais pas, genre 3-4 K par mois, tu peux partir, c'est plus trop un problème.
Dans Ouais, n'importe quel pays où tu vas aujourd'hui, même genre si tu vas au fin fond de l'Asie du Sud-Est ou de l'Amérique du Sud, il y a des structures faites pour ça. Il y a des coworking, tu vois, là je suis en Colombie, il y a un coworking genre incroyable, énorme, de 14 étages avec rooftop. C'est le genre de truc qui n'existait pas il y a 5-6 ans, tu vois. C'est moins risqué, entre guillemets, et puis tu te retrouves quand même dans n'importe quel pays où tu vas aujourd'hui, dans un certain confort, où tu peux très bien trouver des potes étrangers, français, tu te sens bien, tu te sens confortable, il y a des structures, il y a de l'organisation, et c'est plus simple qu'avant, quoi. c'est clair, c'est clair, c'est clair. Qu'est-ce que j'avais une autre question avant d'enchaîner sur la suite. Oui, du coup, tu as mentionné plusieurs pays. Donc, tu as commencé par Andorre. Là, du coup, tu dis que tu es en Non, j'ai Colombie et commencé c'est par Malte. par Andorre, purée. Andorre, Malte, ouais. c'est même pas. Ouais, Malte, ouais. Et après, du coup, c'est quoi un petit peu les destinations que tu as fait? Alors, j'ai fait Malte. Après Malte, j'ai fait le Mexique. Après, j'ai fait la Colombie. Après, j'ai fait l'Argentine. J'ai fait les US. J'ai fait le Venezuela. Et là, je suis en Colombie. Je me suis installé en Colombie. Ok. Ouais, ça va, ça fait pas mal de pays, Ouais, ouais. 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 En 4 ans, c'est beau. Sympa. En 4 ans, c'est pas mal. Ouais, j'ai beaucoup voyagé. Ouais, 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 ouais. Non, mais c'est cool. C'est ce que ça permet d'être à son compte. En fait, il y a beaucoup de gens, tu vois. Moi, je suis un peu dans l'étape que tu étais en 2020. C'est-à-dire que là, actuellement, dans mon entourage, bon, je me suis conçu avec LinkedIn et tout, j'ai intégré des communautés, mais c'est pas forcément des gens que je vois dans la vraie vie au quotidien. Dernièrement, il y avait Kevin Dumont qui était chez moi, par exemple. On s'est rencontrés comme ça parce qu'on s'est rencontrés via LinkedIn et là, il y a eu l'occasion, il est venu chez moi à Marseille. Mais sinon, dans mon entourage proche, on va dire à Marseille, que je vois régulièrement, tu vois, j'ai pas beaucoup d'entrepreneurs tech autour de moi, énormément de salariés, majoritairement, mais il n'y a pas un ami qui est mais lui, il est dans la mode et dans le textile. Ok. Et mais ouais, beau projet, ça fait 8 ans presque 10 ans qu'il est sur ce projet-là, ça marche bien. Euh, et mis à part lui, tu vois, dans mon entourage, j'ai personne qui entreprend, qui fait des trucs comme ça dans la tech. Et ça commence à faire un moment du coup que j'ai cette sensation d'étouffement. Là, récemment, j'ai quand même sympathisé avec Mathias Frachon de The Product Crew, qui est un cabinet de recrutement ultra spécialisé, qui recrute des top profils pour des grosses boîtes parisiennes et tout. Et eux, ils sont à Marseille depuis quelques mois. Et en fait, on a sympathisé, on s'est vu. Et par son biais, j'ai rencontré d'autres personnes de la tech à Marseille. Et franchement, donc ça, c'est cool. Mais j'en attends beaucoup aussi du voyage, moi, c'est ça, c'est de voyager pour me mettre dans des environnements où il y a plus d'entrepreneurs, plus de gens qui testent des choses. Parce que en France, je me rends compte qu'on a quand même un sacré confort qui fait qu'on a moins envie de sortir de cette zone-là en fait. Tu peux trouver, si t'es un peu bon, tu peux trouver des CDI qui sont super bien payés. Tu fais un crédit, voiture à crédit, belle maison à crédit, C'est ça. la femme, les Ouais, enfants qui va bien, et puis ça y est quoi. Ta petite vie, elle coule quoi, toute seule. Le c'est confort est ça. sympa, t'as tout ce qu'il te faut, t'es malade, tu payes rien. Voilà, il y a quand même, voilà, il y a quand même ces avantages-là qui font que euh, c'est bien, mais en fait, quand tu as trop de confort, je me rends compte que ça a tendance à te ramollir aussi. Je sais pas si tu fais le même constat. Totalement. Totalement. Et d'ailleurs, à chaque fois que je rentre en France, je remarque que je me ramollis. Donc, je vois ce que tu veux dire. Tu Ça reviens m'arrive. régulièrement? Je reviens régulièrement parce que j'ai encore de la famille en France. Donc, je reviens régulièrement y passer, je sais pas, genre 1 ou 2 mois dans l'année. Et à chaque fois que je viens, je passe un mois en France. Déjà, je pète un câble parce que je suis enfermé, je vois personne. Et en plus, ça me ramollit, tu vois, genre vraiment dans le sens où je perds un peu la motivation, je perds un peu l'ambition que j'avais, etc. Ouais, Là où, par exemple, bah, j'arrive en Colombie, j'ai mes potes qui sont tous entrepreneurs, ils font tous 200 cas par mois et je suis en mode, putain, ok, il faut que je me bouge. En mm, plus, le fait d'être à l'étranger, bah, forcément, tu vas te dépenser plus que ce que si tu es en France et que tu as tout qui est déjà fait pour ouais, toi. Tu vois, en France, à Strasbourg, un appartement, ça coûte, allez, 600, 700 balles par mois. En Colombie, je paye 1400, tu payes plus. Il faut se bouger plus. T'es un peu plus en mode stress parce que si t'arrives une merde, t'es loin de ta famille, t'es loin de tout le monde. Donc t'as un petit ouais, peu plus cet aspect stress financier et aussi stress de manière générale. Et en plus, t'es entouré d'entrepreneurs. Donc t'es dans une situation où t'es incité à générer plus, incité à travailler plus et t'as plus d'ambition, quoi. je suis complètement d'accord. Complètement d'accord. Et c'est ça qui fait que tu vas dépasser tes limites et que tu vas aller euh, créer la nouvelle personne que tu aspires à être, mais que tu n'es pas encore en fait. C'est comme ça qu'on se C'est ça, construit, c'est comme ça, c'est avec ce genre d'épreuves-là. C'est pour ça que c'est ça. je trouve ça ultra intéressant ce genre d'expérience pour grandir, pour évoluer si c'est vraiment ce qu'on recherche, hein, faut pas se forcer, hein, mais je trouve ça vraiment intéressant, ouais. Ouais, bien sûr. Euh, et du coup, est-ce que tu as une stratégie pour avoir, comment dire,
avec tous ces changements-là, quand on bouge beaucoup et tout, des fois c'est difficile de maintenir des revenus parce que justement il y a beaucoup de changements. Toi en plus tu fais beaucoup de choses, tu lances des apps, là récemment tu as lancé ton accompagnement et en plus de ça tu as ton agence à côté. Donc c'est souvent on est obligé de se reposer un peu sur un main, tu vois. Genre moi par exemple là bientôt je bouge et mon main ça reste quand même le freelancing encore. C'est ce qui me fait rentrer le plus de cash, mais Ouais, j'ai d'autres activités à côté comme tu le sais. ouais. Et toi du coup ça s'est passé comment tu t'es organisé? En fait, moi, si tu veux, quand je fais mes décisions de partir, alors d'ailleurs, je sais pas, par contre, il y a beaucoup de bruit derrière moi, tu l'entends ou pas? Ça va franchement c'est très très Ça va? C'est ouais, très léger. Parce qu'il y a des gens qui ouais, parlent derrière et qui gueulent, ouais. donc, C'est la la Colombie. question. La question, c'est comment tu as fait pour maintenir tes revenus? Ça a été quoi ta source de revenus principale dans tous ces changements-là, en fait, à chaque fois? Parce que je sais que quand on bouge beaucoup, Ouais. c'est difficile d'être sur tous les fronts, de faire plusieurs projets en même temps. Toi, c'est ce que tu fais. Tu lances des apps, tu as ton agence et là, maintenant, tu as le coaching en plus. Donc, c'est quoi ce qui t'a maintenu pour avoir des revenus de manière régulière sur lequel tu as capitalisé? Alors au départ, quand je suis parti, c'était l'agence parce que j'étais à fond sur l'agence et que j'avais des revenus récurrents avec l'agence, donc c'était assez tranquille. Là, plus récemment, c'est plus mes apps. Je dirais que c'est principalement mes apps. J'ai Ok. justement commencé à créer mes apps pour ça, en fait. J'ai commencé à créer mes apps parce que j'avais besoin d'une certaine stabilité financière. Hmm. Et donc, j'ai commencé à créer mes apps. J'en ai créé une dizaine en 2 ans. Et c'est Ouais. ça aujourd'hui qui m'assure ma sécurité financière, entre guillemets, dans le sens où même si un jour j'ai pas de clients, même si un jour j'ai des dépenses qui sortent un peu de l'ordinaire ou j'ai un voyage de prévu, et ben, je sais que dans tous les cas, si j'arrive pas à bosser pendant plusieurs semaines, bah, j'ai mes apps qui me rapportent mes revenus. Ça me rapporte un petit peu ma stabilité financière. Ok. Là, aujourd'hui, l'agence, c'est du bonus. Donc, c'est de l'argent qui me permet de réinvestir ou de l'argent qui me permet de stocker de côté ou de, je sais pas, genre, de payer mon loyer si vraiment c'est nécessaire. Mais je vis de mes apps et c'est l'app qui me crée, les apps qui me créent ma stabilité financière, quoi. Et tu peux partager avec nous, du coup, sans rentrer dans les détails sur chaque app et quelle est l'app en question, sur les 10 apps, à peu près combien tu fais en moyenne de MRR? Et il n'y a pas forcément de moyenne. Parce qu'en fait, ça change beaucoup. J'ai des apps que je kill du jour au lendemain parce que ça me saoule. J'ai des apps que je crée sur les designs. Par exemple, tu vois, en 2 ans, j'en ai créé une quinzaine. Sur la quinzaine que j'ai créée, j'en ai kill peut-être la moitié, puis j'en ai recréé d'autres, puis j'en ai kill d'autres. Donc, j'ai pas forcément de revenus récurrents, mais de manière générale, je peux très largement payer mon train de vie, mes voyages et la plupart des choses que je paye au quotidien, rien qu'avec mes apps. Donc ça, c'est quand même positif, quoi. Dans tous les cas, tu es dans le positif avec ce taf-là. Ouais. Ouais, Puis après, c'est toujours de l'expérience acquise au fur et à mesure qu'on c'est ça, ouais. monte des apps et au fur et à mesure, je me doute que chaque app que tu sors maintenant, elle est toujours, comment dire, tu passes les premières étapes toujours plus facilement, quoi. Ouais, c'est ça. Genre aujourd'hui, une app, là où avant c'était déjà la galère pour atteindre un cas d'MRR, là aujourd'hui, je peux l'atteindre en l'espace de 2, 3 semaines. Donc Ouais. ça va très vite, ça va beaucoup plus vite qu'avant, ça. Ouais, donc ta rentabilité, elle augmente aussi au fil des années. C'est ce que c'est là où beaucoup de monde vont critiquer, par exemple, Marc Lou. Marc Lou, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un entrepreneur français enfin un indie hacker français qui est à Bali et qui en ce moment voyage beaucoup. Et lui, en fait, il a lancé, je crois que c'est 24 startups, enfin, mini startups, comme on dit. Il en a tué, je sais pas, peut-être une quinzaine. Aujourd'hui, il y a cinq, six projets ou peut-être un peu plus qui sont vraiment des SaaS qui lui ramènent un peu plus de 10K MRR, il me semble, un truc comme ça. Donc, ce qui est pas dégueu, hein, mis bout à bout. Ça permet de vivre un peu partout dans le monde. Hein, Ouais, ouais. surtout que lui, il paye pas d'impôts en France et compagnie. Il est déclaré à l'étranger. Donc, forcément, là, les gars, c'est pas comme en France où si tu fais 10K MRR, tu vas donner presque 6K à l'État. Et après, tu paieras C'est ça. avec les 4K et quelques restants, tu vas payer la TVA sur tout ce que tu as acheté. Non, ça marche pas comme ça. Là, sur les 10K, peut-être qu'il se met 8-9K dans la poche. Et puis, ça permet de payer à 8-9 000 euros. Vous êtes à Bali, vous êtes n'importe où dans le monde. Vous vivez très, 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 très bien. Vous pouvez investir, vous pouvez coffrer. Il n'y a pas de problème. C'est ça. En plus de ça, après, il a sorti son boilerplate et sa formation qui ont cartonné. Là, il vient d'atteindre, j'ai vu aujourd'hui, 2 millions d'euros générés. Mais Ouais. c'est un parcours. Il a construit son audience pendant toutes les années où il a créé toutes ses apps. En fait, les gens disent ouais, mais il fait pas de SaaS, ok. Mais il en a fait quand même pas mal. Il a fait quand même 10K de MRR avec. Et c'est ça qui lui a permis de construire et de capitaliser sur son audience. Et après, il a sorti Shipfast et il a fait 1 million avec. Et là, avec la nouvelle formation, il a fait encore 1 million. Et il a dit, ça lui a pris 7 ans pour faire son premier million. Et là, ça lui a pris 7 mois. C'est fou. Ouais. Bah oui, oui, ouais, c'est fou, ouais.
Mais C'est comme quoi, fou c'est ça. exponentiel. Tout dans le business, c'est exponentiel. Et en fait, beaucoup de gens décident d'arrêter trop tôt, malheureusement. Mais si tu continues et que Mmh. tu persévères et que tu es constant dans ce que tu fais, ça ne peut qu'augmenter et de manière exponentielle. Là où tu vois, avant, je galérais peut-être, allez, 1 an pour atteindre les 1K d'MRR avec une app. Aujourd'hui, en 3 semaines, tu vois. Donc, Ouais, voilà, tu t'améliores petit à petit. Et le fait de créer plein de projets et de les kill rapidement, c'est pas un problème. Au contraire, c'est un apprentissage. Chaque projet que tu crées te permet de t'améliorer personnellement, d'améliorer tes compétences et ton expérience pour pouvoir aller plus vite pour le suivant. Et à force de créer plein de projets, bah, tu arriveras un jour à créer un seul projet qui fait 100 K d'MRR ou peut-être même plus. Et mmh, tu pourras être bien plus tranquille financièrement que quand tu t'es lancé. ouais, ouais, parce que, on oublie souvent que créer ce genre de projet-là, ça demande pas juste de savoir coder rapidement, ça demande énormément d'autres compétences et au fil, il y a aussi une sorte de flair un peu, à la manière d'un Ouais, détective, qui va être ouais, capable de percevoir ce qui est, imperceptible, qui est non dit, à la fois non dit chez les prospects, à la fois non dit sur le marché. C'est-à-dire que tu vas être capable, c'est ce que Tougan Barra, je sais pas si tu connais? Tu connais Tougan? ouais, ouais, je connais. Ouais, voilà, ouais. Il parle lui d'un mot qui m'a fait bien écho là dans un podcast, c'est de capter les asymétries de marché. Donc c'est-à-dire que c'est quelque chose que l'on peut constater si on étudie un marché, auquel le marché n'a pas forcément réagi encore. Et toi, c'est là où tu vas venir te positionner dessus en «avant-gardiste» entre guillemets. Sauf qu'en fait, les gens vont dire: «Ah ouais, mais lui, il a vu ce truc-là avant tout le monde». Donc ça, c'est vrai, mais sauf qu'en fait, les signaux étaient là, c'est-à-dire qu'il l'a pas inventé. Tu pas non plus un inventeur. Et je Ouais, bien pense sûr. qu'aujourd'hui, ça, c'est le skills, qu'il faut chercher à développer pour tout entrepreneur. C'est être capable d'analyser bien son marché, de le comprendre et de capter ces asymétries-là pour se positionner dessus. Ouais, et on en parlait juste avant. De l'aspect d'opportunité finalement, bah, quand tu cherches, tu vois, tu as la concurrence, tu as la taille du marché. Et en fait, quand tu arrives à ce que tu appelles toi une asymétrie du marché, c'est juste le fait d'avoir moins de concurrents que le potentiel qu'il y a Mmh. et de remarquer qu'il y a une évolution dans la mentalité globale du marché. Par exemple, l'IA, bah, Cursor, je reviens sur ce point-là parce que c'est un exemple parfait de startup qui a bien marché. Ils ont capté une asymétrie où effectivement il y avait une asymétrie, une incohérence entre l'état de l'IA, l'état du développement. Ils ont fait un produit qui correspondait parfaitement à ça et du coup ça a explosé. J'en parle souvent sur LinkedIn parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ouais mais effectivement lui il a fait des millions parce qu'il était là au bon endroit au bon moment. Et Ouais. en fait moi je leur réponds toujours à ces gens-là que pour être au bon endroit au bon moment il faut déjà commencer par être au bon endroit et pour être au bon endroit ben, il faut commencer par ship des choses, il faut commencer par Mmh. créer des projets, par s'exposer au marché et là effectivement tu auras peut-être un jour la chance entre guillemets hein, la chance d'être placé au bon moment pour le coup avec un bon projet et au bon endroit et tu pourras exploser. Ouais, ouais. Non, mais là, je suis tout à fait d'accord, hein. Et ça, c'est quelque chose, même pour les gens qui veulent pas forcément créer de projet, ça s'applique à comprenez que ça s'applique à tout, en fait. Même si vous voulez rester salarié, même si vous voulez faire juste du freelancing et faites votre taf comme ça, hem, le fait de show up, de vous montrer, du coup, sur LinkedIn, en priorité, parce que c'est là où les employeurs sont, c'est là où les RH, les gens du marketing et tout sont. Donc c'est là où vous, vos clients sont, vos employeurs, du coup. Il faut se montrer. Et là, par exemple, là, de plus en plus, j'ai des opportunités qui me sont envoyées. Donc en fait, on me demande de trouver des profils de développeurs. Donc je partage des offres. Et en fait, je me rends compte quand des développeurs m'envoient des messages, leur profil LinkedIn n'est pas du tout à jour, mais vraiment pas. Le CV lui-même n'est pas à jour. En fait, c'est comme si ils se mettaient des chaînes aux pieds pour s'empêcher d'accéder au job. Alors que les mecs sont super compétents. Tu les appelles, tu les as au téléphone, et du coup, moi, vu que je suis dev, je sais de quoi on parle, mais le recruteur, lui, qui est RH ou voilà, qui sait pas son taf d'être dev, mais lui, tout ce qu'il voit, c'est un profil vide, c'est un CV mal fait, mal construit, et du coup, en fait, ça ne donne pas envie de recruter, de vous recruter, alors qu'en fait, vous êtes complètement qualifié pour ce profil. Aujourd'hui, j'ai Bien eu sûr. l'exemple, j'en ai eu un, on aurait dit un junior plus plus. En fait, le mec est super fort. En fait, il est fort, tu vois, il est Ouais, bon, il est ouais, très bon. Il est largement plus proche du senior que du junior ou de l'intermédiaire. Mais en fait, sa présentation, au début, je me suis dit, ouais, intermédiaire, limite, tu vois. Et au final, non, en fait, le mec est très bon quand tu l'as au téléphone. Et ça, ouais. c'est le problème, ouais. C'est le problème. Et ça rejoint ces personnes-là que tu mentionnais avant. Ça, c'est aussi le problème des développeurs de manière générale, en fait. Les développeurs ont du mal à communiquer et à se vendre. Ils aiment pas. Alors, pour je ne sais quelle raison, ils n'aiment pas se vendre.
Et en fait, Mmh. c'est dommage parce que je connais même moi personnellement plein de développeurs qui sont super compétents et qui se vendent mais pour pas cher du tout. Notamment dans mon Ouais. équipe, dans mon agence, j'ai un développeur que je paye, alors pour être honnête, hein, je le paye 200 de TJM, 200 euros de TJM. C'est très Il est très en peu. France? Il est en C'est un France? Français. C'est un Français. Je tairai son nom. Je le paye 200 de TJM et il est très bon. Genre quand je dis il est très bon, c'est-à-dire qu'il fait du travail du niveau de ce que moi je fais, voire parfois plus. Mais je le paye 3 fois moins que ce que moi je facture. Juste parce Ouais. que le mec, il ne sait pas se mettre en avant, il est même pas présent sur LinkedIn, il sait pas parler de ce qu'il fait, il sait pas se vendre, et juste pour ça, il arrive pas à générer plus. Alors qu'il pourrait générer 600, 700, 800 TGM. Mais là, t'as pas peur qu'il regarde le podcast et qu'il te demande, du coup, bah, vas-y, augmente-moi. Bah non, parce qu'il est même pas sur LinkedIn, Ouais. Ah, il le verra pas il a passer, rien. ouais. Ah, c'est une dinguerie, en Ouais, vrai. ouais, Il a raté son augmentation. Ouais. c'est ça. Non, mais Mais il y d'ailleurs, a, si j'ai un conseil pour les freelances, si je peux me ouais. permettre rapidement, si j'ai Vas-y, un vas-y, conseil bien pour les sûr. freelances, parce que même si on parle d'app et d'expatriation, je pense que j'ai un petit peu d'expérience en freelancing et ce genre de choses. C'est vrai, d'ailleurs, je l'ai pas Euh, mentionné au début, pardon. ouais, si j'ai un conseil pour les freelances, surtout pour les juniors pour le coup. Alors pour les seniors, mettez-vous en avant, vendez-vous et n'hésitez pas à mettre en avant vos compétences parce que vous le valez clairement. Pour les juniors, n'hésitez pas à prendre des risques dans le sens où parfois je vois des personnes qui postent sur LinkedIn et qui disent ouais c'est bon j'ai décidé de me lancer en freelance, j'ai décidé de lancer mon agence dans le développement mobile, dans le développement Flutter mobile, et le genre de truc tu vois qui est ultra saturé. Et Mm. je suis en mode mais en fait il y a tellement d'opportunités différentes, surtout de nos jours avec l'IA, avec tout ce qui est en train de sortir, de se positionner en tant que freelance expert sur une nouvelle techno, sur un truc qui est en train d'exploser, par exemple, actuellement aux States, ce n'est pas encore en France. Moi, typiquement, quand Ouais. je me suis lancé en tant que freelance, je me suis lancé en freelance Flutter. Alors, tu vas me dire, si on en parle aujourd'hui, si je te dis aujourd'hui, c'est de la merde. Oui. C'est le Oh, truc non, mais qui est clairement, voilà. aujourd'hui, on te dit c'est une évidence, mais moi, quand j'ai commencé le Voilà, dev, c'est je me ça. souviens, j'étais à fond sur Flutter, j'étais en alternance et c'était dans une boîte d'immobilier et j'avais Ouais, convaincu le patron de partir sur Flutter. Au final, j'ai pas signé le CDI avec eux, je suis parti parce qu'ils me proposaient pas assez. Mais pour moi, je me disais, mais Flutter, il faut se positionner dessus maintenant. Il y avait c'est une ça, opportunité de c'est malin, ça, c'est c'était il y ça, a c'est quatre ça, cinq c'est ans. ça. C'est ça. Flutter, c'est sorti en 2018. En mai 2018, je me rappelle très bien parce qu'en mai 2018, je me suis lancé en freelance Flutter. Parce que j'ai vu Moi, je me souviens. l'opportunité, je me suis dit, putain, c'est le truc qui va venir bouleverser le marché du mobile. Le marché du mobile, justement, il y avait une asymétrie dans le sens où il y avait des frameworks qui étaient un peu vieux, React Native, ça marchait pas encore très très bien, enfin, c'était pas Et fou. les coûts étaient énormes. Et les coûts, Deux ouais, c'est équipes, ça. deux codes base Ouais, pour une seule c'est même ça. app, deux stores, c'est C'est ça. ultra cher. C'est ça. Et je décide du coup de me positionner faire littéralement le mois de la sortie de Flutter en tant qu'expert, entre guillemets, Flutter freelance. Euh, et à cette époque-là, tout le monde me disait, même mes potes freelance, mes potes développeurs ou même les entreprises pour qui j'ai bossé, ils me disaient, putain, mais Flutter, t'as pas peur que ce soit un peu une techno qui va mourir ou qui marche pas trop, etc. Je leur ai dit non, moi j'y crois. Et j'ai pris le risque, je me suis positionné, et c'est pour ça que dès la première année, j'ai fait genre 80K en tant que freelance Flutter. Alors que j'étais junior, ma première app que j'ai signée, c'était ma première app ever. J'avais encore jamais fait d'app avant, et je l'ai vendue à 25K. Donc Ouais, c'est tu ouf. peux prendre des risques. Aujourd'hui, il y a l'opportunité, et j'en parle parce que je le vois actuellement aux US et je le vois pas encore en France, mais il y a l'opportunité de se placer en tant que développeur MCP ou développeur AI real time. C'est le genre de truc où je me dis, mais putain, les mecs, positionnez-vous maintenant. Mettez-vous Ouais, en expert développeur MCP. Ok, en France, personne n'en parle, mais aux US, ça commence là. Il faut se placer. ouais, Et n'hésitez pas si vous êtes en freelance parce que vous ne serez pas désirable sur le marché en tant que développeur Flutter basique. mm. N'hésitez pas à vous placer sur des technos qui sont en train d'émerger et qui, de toute évidence, vont exploser dans les années à venir. Si vous positionnez dès maintenant, dans les mois ou dans les années à venir, vous serez vraiment des experts dans le pays tout entier. Vous pourrez très bien vendre vos heures à, je sais pas, genre 1000 balles TJM, il n'y aura pas de souci pour ça. Ouais, ça avait un petit peu bugué. Ah ouais? Hop. Ouais, non, c'est bon, c'est revenu. Ouais, non, mais c'est bon, c'est revenu. Ok, ok. Ça a un petit peu lagué vite fait, mais peut-être c'est à cause de moi. Mais t'as donné t'as donné vraiment une pépite. Parce que, Bah ouais, là, clairement. moi, j'avais, honnêtement, je vois, j'ai commencé à installer des MCP et tout ça. Ouais, Je m'y suis un petit peu intéressé, mais j'ai pas pensé à ça. Parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse aujourd'hui. On va dire que c'est pas quelque chose auquel je réfléchis, moi, dans un développement personnel. Donc, je pense que c'est peut-être pour ça que je l'ai pas, j'ai pas pensé. Mais ouais, clairement, là, il y a quelque chose à aller chercher.
Euh, il y a aussi Moi, si des je voulais, positionnements moi, sur si je le voulais me RAG. lancer en, ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, être Moi, si je expert voulais en me RAG, lancer en tout ça. freelance aujourd'hui, je me lancerais en freelance MCP ou freelance Drag, très clairement. Moi, j'ai vu un collègue qui a fait ça. Il est pas ultra expert, il a signé des missions plus de 700. Enfin bref, c'est ouf quoi. Je vais te donner une Et anecdote. hmm, Il y a quelques années, quand les cryptos c'était vraiment en plein boom, là c'est plus trop le cas, mais quand c'était vraiment en plein boom, genre en 2021, je crois, un truc du style, j'ai un pote qui, pareil, il s'y connaissait pas du tout, mais il s'est lancé en freelance smart contract. Il s'est lancé en freelance smart contract et les gens le payaient 30K, parfois 50K, juste pour mettre en place un smart contract. Il prenait juste un template sur Google de smart contract et il le déployait et il se faisait 30K en une journée, juste pour ça. Comme quoi, tu vois, tu te positionnes vraiment sur le truc du moment. Et ça pareil, fait j'ai un une autre pote qui asymétrie avait de marché lancé, de fou. c'est ça. Et j'ai un autre pote qui avait lancé, et tu vois, c'est aussi ça l'avantage de voyager, parce que tu rencontres ce genre de personnes. Tu rencontrerais pas ce genre de personnes à Strasbourg, par exemple, ou à Marseille. Une fois que tu as fait ça, tu peux plus rester en France. En fait, il faut comprendre une chose, C'est c'est ça, que les c'est ça, gens qui c'est font ça. du business qui restent en France, c'est soit qu'ils sont tellement gros, c'est soit qu'ils sont tellement gros que tout est trop connecté à la France, soit c'est des gens qui ont des business physiques. Mais les gens qui sont dans le digital, quand ils font du cash, ils sortent de la France. Ils Ouais, restent plus. ouais, C'est pas, ça sert à rien en fait. ouais, c'est ça. En pareil, pendant le boom crypto, tu sais, à l'époque des booms crypto, chaque projet crypto animait la communauté. Ouais. Ce qu'il faisait, c'est qu'il avait créé une agence Discord. Et juste pour Mm. mettre en place un serveur Discord et pour l'animer pendant le lancement, genre pendant un mois, il facturait 30K. Genre juste pour mettre en place un serveur Discord. Le truc le plus basique possible, il facturait 30K. Mais juste parce que les mecs derrière, c'est des mecs de Dubaï qui investissaient des millions dans leur projet et ils s'en foutaient de mettre 30K dans un serveur Discord. Ouais, ils voulaient que ce soit Mais lui, bien il s'est fait. positionné. Voilà, c'est ça. Ils voulaient que ce soit bien fait. Pour eux, ils avaient confiance. Et en fait, la vente, c'est que de C'est la ça. confiance aussi. Comprenez une chose, la C'est ça. vente, c'est que Ouais, de ouais. la confiance. C'est Bien juste sûr. ça. Bien sûr. Mais c'est aussi bien savoir se positionner en tant qu'expert dans le marché et Oui. genre au bon moment spécifiquement. Tu vois le truc, tu dis putain, vas-y, je vais me lancer. Là, les gars, franchement, lancez-vous dans le développement MCP, c'est le truc qui va exploser, c'est une évidence. C'est comme le développeur API il y a des dizaines d'années. Bah, ce sera Ouais. la même chose pour les développeurs MCP. C'est une évidence, donc lancez-vous et puis, faites-vous plaisir. Grosse pépite. Franchement, grosse pépite. Bah, avec plaisir, Là, c'est, avec plaisir. là, c'est un cadeau, là. Là, il y a un cadeau à plusieurs milliers d'euros qui vient de passer. C'est ça, c'est ça. Moi, tu vois aussi, j'accompagne des devs. Du coup, je fais un petit peu de coaching one-one, sur la partie freelancing. Donc, je les aide à trouver des missions, etc. Mais c'est pas quelque chose que je vends directement parce que c'est quelque chose où, en fait, on me sous-traite. C'est-à-dire que Johan Leroc et Kevin Dumont, ils ont un accompagnement et moi je fais un peu de coaching one-one en fait pour certains élèves, pas tous. Et en fait, j'ai remarqué un truc, c'est que les vieilles technos justement, un peu PHP, Symfony en France, tout ça, là ça commence vraiment à souffrir, mais vraiment. Genre le marché il est dead, il est dead. Ah ouais, Si tu peux trouver du taf, parce que là j'en vois qui sont très expérimentés et tout et ils galèrent de ouf. Et en fait, c'est pas un problème de compétence, c'est un problème qu'en fait, il y a plus d'offres. Et en fait, toutes les nouvelles startups, les nouvelles boîtes, ils sont soit sur du full JS, soit ils sont ouais, sur des technos liés à des enjeux techniques très spécifiques, donc Go avec du streaming, etc. Du Rust pour d'autres enjeux. Et du coup, en fait, ça, c'est des technos qui sont en train de mourir petit à petit. Et surtout, il faut bien se mettre en tête que ben, ça ouvre pas de porte à l'international. Et donc ça, là, je vois bien sûr. trop de devs qui sont embourbés là-dedans. Et le nombre de enfin, les milliers de développeurs qui sont sur du PHP Symfony, je pense que c'est les premiers qui vont sûrement faire des reconversions. Ouais, c'est possible, ouais. Clairement. Clairement, ça, j'en suis convaincu là maintenant. Il faut pas attendre ce genre de point-là pour faire une reconversion, hein. Il faut s'y Mm. prendre à l'avance. Il faut Ouais. vraiment, genre, en permanence. Et c'est pour ça que c'est important la veille aussi, la veille technique. Mm. Et pas que faire de la veille en France, il faut faire de la veille aux US parce que c'est là-bas que tout commence. Donc, si tu fais de Ouais. la veille aux US, tu peux très facilement te positionner, genre, en tant que pionnier en France, tu pourras, comme pivoter très rapidement. Il faut pas hésiter, hein. Faut pas être bloqué. Si t'es développeur, justement, c'est pour apprendre. C'est parce que t'aimes apprendre et parce que t'aimes coder et parce que t'aimes le développement. Donc, faut pas hésiter à pivoter rapidement, à apprendre de nouvelles technos, se positionner Mm. dessus et au final, tu t'en fous, que ce soit du Symfony ou du MCP, tu t'en fous, c'est du dev. Mais Ouais. la seule différence, c'est que tu te positionnes différemment sur le marché et puis tu pourras gagner beaucoup plus d'argent. C'est ça. Je suis 100% d'accord. 100%.
Ouais. Est-ce que tu as autre chose à nous partager? Une autre pépite à plusieurs milliers d'euros, là? Et dans le pépite, je pense que là, c'est déjà pas mal, hein. Là, c'est déjà pas mal. Je voulais pas en Non, parler je de rigole. cette, je voulais l'opportunité MCP, mais je me suis dit, allez, vas-y. C'était pour toi, c'est cadeau. C'est cool, c'est cool. Franchement, c'est cool. J'espère que le podcast sera bien écouté jusqu'à la fin, du coup. Ouais. Ouais, peut-être que je rajouterai un petit teaser spécial en début, Voilà, c'est ça, ouais. C'est ça, prévenir les exactement. gens. Non, parce que vraiment, même moi qui ai commencé à en installer, je vois l'opportunité du truc. Ça va être, c'est ouf. Vraiment, ça va être ouf parce qu'on commence, là, on est juste en phase de test, c'est-à-dire que t'as Postgre, t'as tous les grosses boîtes qui ont sorti leur MCP. Très peu de développeurs les utilisent déjà au quotidien aussi, de base. Mais demain, il y aura des interfaces spéciales pour les interconnecter. Il y a même sûrement un SaaS à aller chercher là-dessus, tu vois, pour Bien sûr. connecter des MCP de manière, c'est-à-dire que même dans du no-code, pour pouvoir intégrer des MCP dans du no-code, des trucs comme ça, il y a quelque chose à faire, je pense. Il y a Bah, quelque tu chose à vois, par faire. exemple, je sais que tu en as parlé hier, de la conférence Google. Et bah, durant Ouais, la conférence, Google a parlé des MCP, justement, et du fait qu'ils vont intégrer les MCP à Google Chrome et aussi directement à Android de manière native. Et Microsoft aussi va intégrer à Android, à Microsoft, du coup, de manière native. Et c'est pour ça que je dis que, en fait, les MCP vont être partout très bientôt. Donc, si ouais, tu te positionnes, tu vois, typiquement, ça m'étonnerait pas que Chrome lance, comme ils ont actuellement le Chrome Web Store, bah, ça m'étonnerait pas qu'ils lancent le Chrome MCP Store. Et tu pourras très bien lancer tes propres MCP sur leur store et te faire des couilles en or, clairement. mm, Donc, ce genre d'opportunité, il faut vraiment essayer de voir ce qui est faisable sur le moyen long terme. Et tu peux vraiment te positionner et faire des bons trucs. ouais, ouais, je suis 100% d'accord. Vraiment, vraiment. Bah, écoute, merci beaucoup pour tout ça. On a Avec abordé plaisir. pas mal de sujets. Là, ça fait un peu plus d'une heure qu'on est ensemble. Super. Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce que les gens qui ont écouté le podcast? De toute façon, je vais partager tes liens. Je partage toujours les liens de tout le monde. Donc, il y a LinkedIn, de sûr. LinkedIn, principalement, pour l'instant. J'ai pas Ouais, encore développé mon YouTube, même si ça va sûrement venir très rapidement. cool. Mais pour l'instant, Ok. Sur YouTube, tu veux faire quel genre de format, du coup? je suis en train de réfléchir à faire des genres de deep dive dans certains sujets de la tech, de manière générale. Donc, certains sujets basés enfin, autour des apps, déjà pour commencer. Mm. Mais aussi explorer des opportunités de produits que tu peux lancer. Donc là, j'ai parlé des MCP, par exemple, mais des opportunités de produits que tu pourrais lancer dans le mobile, dans le web, dans les SaaS, dans plein de trucs. C'est des trucs qui m'intéressent beaucoup et je passe beaucoup de temps à réfléchir aux opportunités plutôt que vraiment de développer de nouveaux trucs. Donc, ça m'intéresse de faire du contenu autour de ça. Et en plus, comme tu développes ton accompagnement sur ça, Ouais, et je pense que c'est quelque chose que tu vas développer assez fort, parce que il y a un besoin et comme tu disais, vu que c'est de plus en plus rapide, enfin c'est tendance, donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de développeurs freelance qui veulent lancer leurs apps. Les développeurs freelance ont un peu d'argent quand même à investir et c'est quand même relativement aujourd'hui de générer ses premiers euros et tout ça et du coup de rentabiliser. Je pense que ton accompagnement a un bel avenir et nous pour l'avoir suivi, ben, on a été très satisfait avec Firery. Donc je le répète, si vous voulez vous faire accompagner par Freddy pour créer vos apps, n'hésitez pas. Moi en tout cas je recommande vivement. Et écoute, c'est gentil. d'ailleurs de toute façon on continuera à bosser ensemble je pense sur la suite pour Free Match. Ouais, bien sûr. Parce que vous pouvez même être bon en marketing, mais sachez qu'avoir un retour, un autre son de cloche d'une personne qui est un peu externe au projet, qui est moins la tête dans le guidon, c'est toujours bénéfique. C'est ça. Ça, Complètement d'accord. c'est important. Complètement d'accord. Et merci en tout cas, ça fait plaisir. Et j'ai hâte de continuer à bosser avec toi et d'explorer la suite Ouais. avec vous deux. Yes, merci. De toute façon, ouais, Merci en tout cas pour l'invite. on en repassera, on en reparlera bientôt. Yes, ça Mm. marche. Yes. Merci à Ben, toi. merci à toi. Merci à toi. Merci à ceux qui écoutent. Ouais. Donc ça, c'était notre dernier épisode donc sur cette série. Je pense que les 10 prochains épisodes, ce sera des épisodes qui seront en physique. Donc si à l'occasion tu es à Strasbourg, tu seras dans la deuxième saison. Avec On plaisir. essaiera de se capter. Donc, comme je t'ai dit, je pense que les deux, je vais faire 5 épisodes sur Marseille et 5 épisodes sur Paris. Ok, ouais. Ou à peu près, quoi. Peut-être 6, 4, je sais pas, je verrai. Mais je pense que je vais organiser ça idéalement pour la fin de l'année quand je reviens. Ok, Donc voilà. Donc, ce sera sûrement dans ces eaux-là. Donc voilà, tu parfait. seras le bienvenu. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci pour Eh ben, l'invite. merci à toi et à bientôt. Allez, ciao, ciao. Ciao.